pour se rendre perfectible sûrement, et puis ça pourrait être accessible aux participants sur YouTube, c'est ça l'idée? On verra la communication qui sera faite après, on n'a pas déterminé. Alors, bonjour à tous. Du coup, je vais laisser les partenaires qui assureront cette présentation se présenter les uns après les autres. Je finirai par moi. Et après, ce que je vous proposerai, c'est que les invités de cette réunion puissent se présenter aussi, l'entreprise dans laquelle ils sont, leurs fonctions, et puis leurs attentes aussi par rapport à cet instant de communication entre nous aujourd'hui sur la notion du maintien dans l'emploi du handicap. Je laisse la main à Sophie Damiral. Il faut que tu Oui. Bonjour. Donc, Sophie Damiral, chargée de mission accompagnement dans l'emploi au Cap Emploi chez Phare 28. Moi, j'interviens sur l'axe maintien dans l'emploi et sur le conseil en évolution professionnelle auprès des salariés en situation de handicap. Je laisse la main à Johan David. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Johan David, chargé de mission aussi accompagnement dans l'emploi. Donc, j'ai exactement les mêmes missions que Sophie sur le département, à savoir le maintien dans l'emploi et aussi le conseil en évolution professionnelle. Merci. Je laisse la main à Julie Bienvenue. Donc, bonjour, Julie Bienvenue. Je suis responsable de 2 maisons départementales de l'autonomie en territoire, une basée sur Nogent-le-Rotrou, une sur Châteaudun, donc qui couvre, on va dire, l'ensemble du territoire Sud 28. Et donc, je suis là ce matin pour vous expliquer donc plus tard un petit peu les missions des MDA territoire et comment on peut accompagner les usagers en lien avec la thématique aujourd'hui du maintien dans l'emploi. Merci Julie. Je laisse la main à Laurence. Oui, bonjour. Donc, je suis Laurence Jo. Je suis le référent insertion professionnelle à la MDA 28. Moi, je suis au niveau du siège et je participe essentiellement aux équipes d'évaluation dans les demandes et tout ce qui concerne le pro, donc la reconnaissance travailleurs handicapés, mais le maintien dans l'emploi en lien avec tous les partenaires qui sont là aujourd'hui. Voilà. Merci. Je laisse la main à Catherine. Bonjour tout le monde, donc Catherine Lecoupe, l'assistante sociale CARSAT. Je représente là le service social donc, du département 28, qui appartient donc au service social de la CARSAT Val-de-Loire, donc siège à Orléans. On intervient pour l'ensemble des assurés sociaux du département, on est une équipe de 12 assistantes sociales. Dans le domaine particulièrement de la prévention de la désinsertion professionnelle, on s'intéresse aux assurés en situation d'arrêt de travail, dont la problématique de santé, maladie ou handicap a un risque de compromettre leur retour à l'emploi. D'où l'intérêt de notre participation ici et de travail en partenariat avec les différents représentants sur cette réunion. Alors, on verra plus tard comment on se situe et à quel moment on intervient. Merci. Merci. Et donc, du coup, Aurore Kevorkian, ergonome au sein du Sistel, je travaille en partenariat avec les médecins, les infirmiers et puis les autres compétences métiers préventeurs qui font partie de Sistel, notamment des toxicologues chimistes et des hygiènes sécurité. Voilà, donc aujourd'hui, on est tous là pour vous parler du maintien dans l'emploi et vous expliquer à quel moment chaque institution peut être amenée à intervenir quand vous avez des difficultés avec un salarié, peu importe le niveau du parcours du salarié dans le maintien dans l'emploi, mais voilà, on est tous là pour vous expliquer un peu les choses. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser vous présenter. On commence peut-être par Madame Foulatier. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui. Donc, Céline Foulatier, je suis infirmière en santé au travail pour le groupe Covea, donc anciennement MMA, Chartres. Effectivement, on a de plus en plus de postes à aménager pour des travailleurs handicapés. Donc, là, je vais travailler avec Aurore la semaine prochaine d'ailleurs. Oui. Voilà, pour la première fois, je pense. Oh non, c'était peut-être déjà vu une fois. Oh, plusieurs fois même, oui. Ouais, oui, il me semble. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a changé. Avant, on n'avait pas d'accord. Maintenant, on a un accord groupe puisqu'on a fusionné avec la MAF, la GMF et Fidelia. Donc maintenant, on est à peu près 22 000 collaborateurs, pas à Chartres, hein, France entière. Oui, oui.
Ici, on est un groupe de 1000 personnes à peu près. Bon, bah là, actuellement, sur le site, tout le monde est en télétravail. Donc, on est, voilà, on doit être 17 en ce moment là sur le site. C'est pour ça que je n'ai pas de visio, moi, parce qu'ils nous ont demandé de condamner la visio parce qu'on fait sauter les VPN. Et puis, bah, moi, ce que j'attends, c'est effectivement de refaire un point sur les dispositifs que je pourrais, moi, actionner, des fois auxquels je ne pense pas forcément. Voilà, tous les dispositifs, parce que bon, on a de plus en, enfin oui, on a de plus en plus de travailleurs handicapés ou qui se déclarent maintenant handicapés et avec des problématiques de poste, voilà. D'accord. Visuel, auditif, moteur un peu moins, mais voilà. J'avoue que je vois beaucoup passer de procédures simplifiées de anciennement MMA. Donc. Oui, oui, oui. Ok, très bien, merci. Madame Je vous en Bougra? prie. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, donc je suis Madame Bougra des restaurants McDonald's. Je suis responsable des ressources humaines pour 10 restaurants. Donc ce sont ceux de Chartres et Chartres-Aglo, Épernon, Nogent-le-Rotrou, Châteaudun, La Loupe et La Ferté-Bernard. Donc la franchise de Chartres, on travaille régulièrement avec Cap Emploi, mais finalement très peu sur le maintien à l'emploi. Donc voilà, on connaît assez peu sur cette partie-là. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour en savoir plus. Ok, très bien. Madame Le Floch? Oui, bonjour, donc Clotilde Le Floch, je suis responsable des ressources humaines pour le concessionnaire Chanoine qui est basé à Dreux, Verneuil, Mortagne-au-Perche, l'Aigle, Alençon. Je suis arrivée il y a 2 ans, j'ai fait pas mal de différents chantiers RH, mais je dois avouer que le thème du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, je ne l'ai pas encore travaillé et du coup là j'aimerais bien connaître un peu ce qui existe, les différents dispositifs et je pars d'un niveau assez bas sur le sujet. Voilà. D'accord, ok. Donc je suis preneuse de toute information. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Madame Kimel? Hélène Kimel, je suis coordinatrice santé-sécurité chez Télifrais à Ono. Donc, Télifrais, c'est l'entrepôt logistique du groupe Andros. Nous avons quelques salariés avec des reconnaissances travailleurs handicapés. Et en effet, parfois, on se pose la question de savoir comment faire pour les maintenir au poste. Voilà, donc l'idée, c'est en effet, comme Madame Foulatier, de connaître de refaire un point sur les leviers qu'on peut activer pour maintenir ces salariés dans l'emploi plutôt que d'en arriver à des inaptitudes et du coup de perdre ces salariés-là et arriver parfois à des situations qui soient compliquées pour les salariés. Voilà. D'accord, très bien, merci. Et le dernier participant, ULU, que c'est possible éventuellement de vous présenter? Il n'y a personne. Il n'y a personne derrière la caméra. Bon, bah écoutez, pas de présentation. Peut-être que votre micro est désactivé, donc peut-être que vous essayez de parler et qu'on ne vous entend pas. Il faut juste réactiver le petit logo éventuellement là-haut. Eh bien, écoutez, quand ce sera le cas, si c'est possible pour vous, eh ben, on vous donnera la parole avec plaisir. Donc, du coup, aujourd'hui, on va vous présenter sur la base d'une vidéo. On va vous passer le fil conducteur de notre présentation aujourd'hui. Ce sera la vidéo qui a été réalisée par l'AGFIP sur le maintien dans l'emploi qui met en évidence finalement les différents partenaires qui peuvent intervenir sur le parcours de maintien dans l'emploi d'un de vos salariés. Et on se permettra de faire des pauses sur cette vidéo pour laisser la parole à chacun des partenaires qui sont présents aujourd'hui avec moi pour pouvoir expliquer en fait les missions, qu'est-ce qu'on fait, comment on intervient, etc.
On ne va pas vous laisser le temps de questions-réponses pendant le défilé, mais par contre, on se laissera évidemment, l'idée, c'est de ne pas parler pendant des heures, c'est vraiment de faire une présentation de nos services et de vous laisser la parole en fin de présentation de cette vidéo pour compléter par des questions que vous aurez éventuellement. On est aussi là pour y répondre plus spécifiquement, donc n'hésitez pas. Donc, je partage mon écran. Je partage mon écran qui n'a pas de vidéo. Comment se fait-il? Ah si, là, pourtant elle est là. Alors, excusez-moi, hein, c'est toujours les problèmes du direct, entre guillemets. Ah si, elle est là. Très bien. Est-ce que vous avez le son? Maintien dans l'emploi. Agissons. Oui. Vous avez tous le son? Oui. Oui, c'est bon. Alors, il n'y a que moi qui ne l'ai pas. Alors, hop. Je recommence, excusez-moi. Maintien dans l'emploi. C'est parti. Agissons ensemble. Dans son parcours professionnel, toute personne peut être confrontée à des problèmes de santé qui l'empêchent d'accomplir correctement certaines tâches liées à son poste de travail. Il peut s'agir de troubles musculo-squelettiques, d'une maladie chronique, de difficultés cognitives ou psychiques, ou de tout type de handicap physique, sensoriel ou mental. Si elles ne sont pas prises en charge, ces difficultés peuvent conduire à l'aggravation de l'état de santé du salarié et aboutir à une perte d'emploi. En cas de difficultés dans le travail quotidien, ou d'arrêt de travail répété ou long, le salarié ou l'employeur peuvent contacter le service de santé au travail, le service social de la CARSAT, l'AGEFIP ou Cap Emploi, qui travaillent en réseau pour contribuer au maintien dans l'emploi. Avec l'employeur et le salarié, ils construisent une solution adaptée, qui peut être le maintien au poste de travail avec des aménagements organisationnels ou techniques, horaires adaptés ou ergonomie du poste par exemple, le reclassement sur un nouveau poste, la reconversion professionnelle ou la création d'entreprises. En fonction de la solution retenue, diverses aides humaines, techniques et financières peuvent être mises en place. Le service de santé au travail propose un accompagnement pluridisciplinaire. Le médecin du travail évalue les capacités fonctionnelles du salarié au regard des exigences du poste et des conditions de travail. En collaboration avec son équipe, composée d'ergonomes, de psychologues, d'infirmières et d'assistantes sociales du travail notamment, il préconise des adaptations de la situation de travail, recommande un accompagnement socio-professionnel et oriente vers des partenaires. Le service social de la carte. Alors, je reprends la main. Donc, vous avez vu cette première partie de vidéo, effectivement, où on vous évoque le rôle de la médecine du travail. Il faut savoir qu'au sein de la médecine du travail, c'est le médecin du travail qui anime et qui coordonne une équipe pluridisciplinaire. Donc, au sein du système, on est doté de différents préventeurs, comme j'ai pu vous le dire dans la présentation précédemment. On est également doté d'une assistante sociale et courant 2021, on devrait être doté d'une compétence de psychologue du travail. L'idée pour nous, c'est à la réception d'une visite médicale, qu'elle soit périodique, il va y avoir peut-être des alertes données par le médecin du travail sur la difficulté pour le salarié, sur des difficultés qui commenceraient à arriver sur la tenue du poste. L'idée, c'est de pouvoir anticiper des éventuels arrêts de travail ou des éventuelles inaptitudes et d'être dans la réaction immédiatement en pouvant réaliser alors, des analyses d'activité à travers les ergonomes tels que je suis pour essayer de trouver des solutions matérielles, techniques, environnementales, voire même organisationnelles et essayer d'apporter un confort aux salariés.
L'idée, c'est que peut-être cet aménagement de poste suffira à vraiment résoudre les prémices de difficultés physiques ou mentales qui sont pour le salarié. Peut-être que ces aménagements ne suffiront pas. Et là, il faudra avoir une lecture beaucoup plus profonde sur la situation professionnelle du salarié à travers votre rôle. Je reprends finalement, je m'appuie aussi sur vos présentations, sur le fait qu'en tant que responsable RH, vous devez accompagner aussi les salariés dans un parcours de formation et dans son projet professionnel. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut se poser la question de se dire le salarié ne pourra pas tenir son poste sur les années qui lui restent en fonction de s'il est proche ou non de la retraite. Et il faut avoir une lecture plus fine de sa situation professionnelle en proposant éventuellement des formations pour lui permettre une reconversion. Alors, une reconversion au sein de votre entreprise, potentiellement, si c'est possible, ou après, c'est plutôt que de l'accompagner en tant que ressources humaines à voir ce qui pourrait être envisagé d'être fait sur un autre champ professionnel potentiellement. Et cette lecture-là du salarié, plus on l'a en amont, plus on est dans le préventif et moins dans l'urgence d'une situation où on serait déjà dans le curatif, où l'agent ou le salarié serait déjà déclaré avec des restrictions d'aptitude, où là, les aménagements de poste sont beaucoup plus compliqués, voire même l'inaptitude, où là, on n'est plus du tout dans un aménagement de poste et où on est vraiment en train de voir un reclassement dans l'urgence, des aménagements dans l'urgence. Et donc là, on n'a pas les mêmes cordes disponibles pour pouvoir agir sur sa situation. Vous, en tant qu'acteur de l'entreprise, vous pouvez aussi envoyer vos salariés en visite médicale. Il ne s'agit pas forcément d'attendre les visites périodiques. Il s'agit aussi peut-être d'être acteur pour le salarié, ou le salarié lui-même peut demander des visites auprès de son médecin du travail pour signifier des difficultés ou pour signifier d'une impossibilité de poursuivre sur ce poste actuel. Donc, vous pouvez lui dire qu'il peut prendre de lui-même rendez-vous à la médecine du travail. Vous-même, en tant que ressources humaines, vous pouvez demander à ce qu'il y ait une visite qui soit faite pour faire une évaluation de ses capacités sur la tenue de son poste. Ça vous permet d'avoir une lecture factuelle de la situation et ça vous permet aussi d'avoir des éléments pour pouvoir après agir, que ce soit au niveau formation, que ce soit au niveau reconversion, aménagement technique, matériel, environnemental, etc. Il faut savoir aussi que vous avez des salariés qui sont en arrêt. Alors, des salariés qui ont des arrêts récurrents, courts mais récurrents. Vous pouvez aussi le signifier à la médecine du travail. Nous, on n'a pas connaissance de ces arrêts-là. C'est vraiment l'employeur qui a le choix de nous donner ces informations-là. Mais c'est vrai que si on avait connaissance que des salariés, de façon récurrente, se mettaient en arrêt, on pourrait peut-être aussi agir et faire venir un ergonome pour essayer de voir si c'est en lien avec la situation de travail, faire une visite médicale pour savoir si il y a un problème au niveau de l'entreprise, etc. Donc ça peut être aussi des facteurs, des indicateurs qui vous permettent de solliciter la médecine du travail. Et après, vous avez aussi des salariés, des agents qui sont en arrêt de façon prolongée. Et là, le salarié peut demander une visite de pré-reprise, c'est-à-dire il est en arrêt, il est toujours en arrêt, mais en vue, sa situation semble s'améliorer ou semble en tout cas être consolidée d'une manière qui fait que peut-être il ne va pas pouvoir reprendre ou il va reprendre avec des aménagements nécessaires. Et donc la visite de pré-reprise, ça nous permet, nous, d'agir en amont et de ne pas attendre le jour J de sa reprise où les aménagements ne sont pas faits, où le salarié reprend dans de mauvaises conditions et où il ne peut pas agir. Alors que la visite de pré-reprise, elle se fait quand vous le souhaitez. C'est le salarié qui doit la demander. Vous pouvez aussi lui expliquer que ça existe et ça se co-construit avec le médecin du travail et le salarié pour essayer de trouver une solution adaptée. J'insiste sur le fait qu'on a déjà fait cette présentation mardi, donc je me sers aussi du contenu de mardi pour vous dire que la médecine du travail, elle n'est ni employeur, ni pro-employeur, ni pro-salarié. Les salariés ont souvent tendance à dire oui, mais moi, ce que je vais dire en visite médicale, ça va être remonté à mon employeur. Je veux pas. On a un devoir de secret médical. Au-delà du devoir du secret médical, on a le devoir de conserver les données que le salarié nous donne et qu'il ne souhaite pas éventuellement diffuser auprès de son employeur. L'idée pour nous, c'est justement de pouvoir être entre les deux et de pouvoir co-construire une situation qui va tant convenir pour l'employeur que pour le salarié. Donc ça, il faut vraiment aussi rassurer les salariés par rapport à ça. On n'a pas vocation à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. On a vraiment vocation à essayer de construire quelque chose qui va être durable dans le temps et qui va lui permettre finalement d'occuper son poste
le plus longtemps possible. Voilà. Je me permets de relancer la vidéo. SAT propose un accompagnement psychosocial. Il informe la personne sur ses droits en matière d'indemnisation et de soins, l'accompagne dans ses démarches administratives et l'aide à comprendre et accepter sa situation. En cas de reclassement, il peut aussi l'aider à accéder à un bilan de compétences ou à une formation, y compris pendant l'arrêt de travail. L'AG Je laisse la parole à Madame Lecouple-Prévert. Alors, comme vous le constatez, c'est à nouveau, pour cette problématique qui nous intéresse, une nouvelle porte d'entrée pour se rapprocher du salarié en difficulté. Donc là, le service social se centre sur sa mission principale maintenant, qui est la prévention de la désinsertion professionnelle pour tous les assurés en arrêt de travail, qu'on peut considérer arrêt de travail prolongé. On intègre maintenant tous les travailleurs indépendants, déjà depuis le début de l'année 2020. Voilà, j'ai envie de vous présenter sous 4 points. Donc, pour qui, je viens de vous le dire, hein, c'est essentiellement pour ces assurés-là. Je rajouterai effectivement la petite notion assez importante qu'il faut rappeler de la notion de secret professionnel. Là, pour le coup, le service social est indépendant du service médical de la sécurité sociale. C'est un de nos partenaires institutionnels, certes, mais en aucun cas les données recueillies par le service social, sauf avec accord et dans l'intérêt de la situation de l'assuré, ne seront divulguées. Voilà, donc ça c'est le petit préambule. Donc, comment on arrive à se rapprocher de ces différents assurés confrontés à une problématique de santé qui peut ou pas, puisqu'à priori on ne le sait pas toujours, les confronter à un risque d'inaptitude. On a plusieurs moyens. Les signalements du médecin conseil, de la caisse primaire d'assurance maladie, les demandes spontanées des assurés, orientées des fois par nos agents d'accueil sécurité sociale pour des difficultés au départ tout autres, nos partenaires médecins du travail, nos partenaires même de Cap Emploi. Tous les partenaires qui sont ici présents sont des orienteurs de situation vers le service social quand ils ont repéré qu'on pouvait être des intervenants sur ce parcours d'arrêt de travail. Et puis nos partenaires du Conseil général, services sociaux et médecins traitants dans certains cas. Voilà, globalement un petit peu comment on arrive à les repérer. On a des signalements systématiques également de tous les arrêts de travail de plus de 90 jours, en accident de travail ou en maladie professionnelle. Et ces personnes-là reçoivent des offres de services. On les contacte quand on a la disponibilité pour le faire, de façon systématique et téléphoniquement. Après, charge à eux d'accepter ou pas l'accompagnement du service social. Donc, quand c'est des signalements par le médecin conseil, en règle générale, les personnes sont assez partie prenante de se rapprocher du service social. Voilà, donc on les reçoit sur le siège à l'UC, mais sur l'entièreté du département, puisqu'on a des permanences sur l'ensemble du département 28. Voilà un petit peu comment on arrive à se rapprocher avec évidemment l'intention de se rapprocher le plus tôt possible de leur situation, dans la même perspective de mettre en place tout ce qu'on peut avant, dans le cadre d'un accompagnement et d'une évaluation, notamment des difficultés d'ordre psychosocial, économique aussi dans certains cas, pour mettre en place quand c'est le moment avec l'assuré, justement de mettre en place la visite de pré-reprise, puisqu'on sait que c'est un point d'ancrage assez important, de commencer à initier la démarche pas toujours évidente à accepter de reconnaissance travailleur handicapé, des fois des évolutions vers les droits administratifs qui sont souvent des freins à lever avant même de parler maintien dans le poste. Hein, les gens sont quand même en situation souvent pour les pathologies lourdes depuis longtemps, assez éloignés du monde de l'emploi, enfin de leur entreprise, puisque par définition, quand ils sont en arrêt de travail, il y a coupure avec le monde du travail et parfois même avec le réseau relationnel professionnel, les collègues, etc. C'est des gens qui sont souvent assez éloignés. Et notre projet, il est évidemment de les rapprocher au maximum, souvent en passant par la visite de pré-reprise, qui est un premier point de rapprochement vers l'employeur. Alors pourquoi évidemment, c'est dans cette perspective d'être le plus précoce possible dans les interventions.
tout en étant service social avec cette vocation de ne pas laisser de côté toutes leurs autres préoccupations, notamment médicales, d'évolution des soins, etc. C'est plutôt un accompagnement qu'on va viser là de façon globale, avec une priorisation in fine d'éviter le risque de désinsertion professionnelle. Voilà. Donc, nos moyens, on les a un petit peu évoqués là dans la vidéo. En effet, pendant l'arrêt de travail, évidemment, au-delà de la visite de pré-reprise, qui est pour nous un petit peu un indicateur assez précis sur le risque avéré ou pas d'inaptitude, de déclencher peut-être un bilan de compétences pendant l'arrêt. Donc, il nous faut pour ça des accords, notamment ceux du médecin conseil, des réglementations à respecter, un tempo aussi à considérer. Puis toutes les autres mesures administratives, pas toujours faciles à gérer quand on est en plus de ça confronté à sa problématique de santé. J'ai peut-être pas assez assisté sur la dernière fois de cette vidéo sur la problématique de santé qui est quand même évidemment la toile de fond de la situation de l'assuré salarié. Voilà, donc on a d'autres moyens. Moi, je suis à disposition pour vous répondre en fonction de certaines de vos questions à l'issue de cette vidéo. Je poursuis et je partage de nouveau la vidéo. FIP et Cap Emploi s'occupent spécifiquement des situations de handicap. Cap Emploi analyse la situation avec les services de santé au travail, conseille l'employeur et la personne, et les accompagne vers une solution adaptée, par exemple l'aménagement de la situation de travail. La GFIP propose informations, prestations et aide au titre de la compensation du handicap. Elle peut notamment financer les aménagements techniques ou organisationnels. Je reprends la main pour laisser la parole à Sophie Damiral. Oui, donc le Cap Emploi, c'est une mission qui nous est confiée effectivement par la GFIP. L'offre de service du Cap Emploi, elle s'étend également à destination des demandeurs d'emploi. Donc très rapidement, on a toute une partie de notre équipe qui accompagne les demandeurs d'emploi dans leur parcours professionnel, l'élaboration d'un projet professionnel adapté à leur handicap et qui accompagne les employeurs du coup dans leur projet de recrutement à viser de ces publics reconnus en situation de handicap. À côté de ça, notre service, à Johan et à moi, on accompagne donc le maintien dans l'emploi. On va accompagner l'employeur dans la gestion des situations dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire une personne qui est en difficulté sur son poste ou ne peut plus du tout l'occuper ou est en arrêt de travail et on sait qu'à la reprise, il va y avoir des choses à mettre en place pour que sa situation puisse continuer comme ça dans l'entreprise. Donc, quand on parle de personnes en situation de handicap, on parle de quoi? On parle bien sûr des personnes qui ont la reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, mais on parle également des personnes qui bénéficieraient d'une invalidité première ou deuxième catégorie ou qui bénéficieraient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% ou plus au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. En gros, on est globalement là-dessus. Il y a d'autres bénéficiaires, mais qui restent plutôt rares. Donc, qu'est-ce que c'est que cet accompagnement au maintien dans l'emploi? C'est d'aider l'entreprise, comme le montre la vidéo, dans l'étude du poste de travail, évidemment en corrélation avec le médecin du travail qui aura émis des restrictions à prendre en compte. Je reconfirme, moi, de mon côté, que la visite de pré-reprise, c'est vraiment un outil important si la personne est en arrêt parce qu'elle va nous permettre d'avoir des indications sur les choses qu'il va falloir compenser à la reprise. Et puis, si la personne n'est pas en arrêt, il n'empêche que l'avis du médecin du travail sera primordial à obtenir. Donc, lorsqu'on a identifié des mesures ou des solutions, en tout cas, si elles sont matérielles, on voit s'il est possible de vous accompagner pour mettre en place un essai de ce matériel. Et une fois, en tout cas, qu'il est validé, que les solutions sont validées, on va vous aider à monter les dossiers de financement auprès de la GFIP. Donc, les dossiers de financement pour du matériel, de l'aménagement de poste matériel, mais également pour des choses plus de l'ordre de l'organisationnel. Si c'est un reclassement en interne, par exemple, il est possible de demander un cofinancement à la GFIP.
Je ne vais pas rentrer dans les détails des critères, etc. hein. Si vous avez des situations, on sera à même de revoir ça ensemble. Mais voilà, c'est possible sur un projet de formation en vue d'un reclassement interne pour le maintien dans l'emploi. Il y a aussi des mesures organisationnelles telles que la reconnaissance de la lourdeur du handicap qui va permettre d'obtenir une aide financière à l'entreprise qui tolérerait une adaptation organisationnelle du poste, telle que moins de productivité, des temps d'accompagnement par le manager plus longs, des temps de vérification plus intenses, des choses comme ça. Voilà. Donc, il y a des mesures qu'on connaît un peu moins bien. En tout cas, si vous nous soumettez une situation, vous ne savez pas forcément d'office qu'il y aura une mesure ni laquelle. Nous, on analysera avec vous la situation et on verra s'il y a une mesure à un moment donné qui peut répondre aussi à cette situation. Et puis, des fois, il y a aussi des solutions qui peuvent se mettre en place, voilà, sans l'appui de la GFIP. Lors d'un arrêt de travail, on s'appuie aussi de plus en plus sur des mises en place de dispositifs tels que l'essai encadré, qui est un dispositif assurance maladie, donc où là on se met en lien avec la CARSAT, comme bien souvent d'ailleurs dans des dossiers qu'on accompagne, il y a une relation avec les assistantes sociales de la CARSAT. Donc l'essai encadré qui va permettre pendant l'arrêt à la personne de venir tester son ancien poste ou un nouveau poste pour voir un petit peu la faisabilité d'un projet comme celui-là. Voilà. Et puis, à l'issue de notre intervention, à peu près 6 mois après, on reviendra vers l'entreprise pour voir un petit peu comment va la situation et globalement faire un petit point aussi sur peut-être d'autres situations que peut rencontrer l'entreprise. Dans nos parcours d'intervention, on a la possibilité également de mobiliser des prestations d'appui spécifiques à des typologies de handicap. Par exemple, on va pouvoir mobiliser un prestataire spécialisé sur la vision ou encore sur l'audition ou même sur des pathologies psychiques. Voilà, il existe un certain nombre de prestataires sur lesquels nous, on a la possibilité de s'appuyer aujourd'hui, qui sont également financés par la GFIP et qui vont vraiment avoir un regard expert et nous aider à fluidifier la situation et à trouver les meilleures solutions possibles pour le maintien dans l'emploi. L'autre partie de notre activité, c'est le conseil en évolution professionnelle. Effectivement, on a parlé aussi tout à l'heure des personnes pour qui malheureusement le maintien dans l'emploi, ça ne va peut-être pas être possible. Peut-être qu'il y a du temps à gagner sur ce parcours de la personne en commençant à l'accompagner sur un projet de reconversion peut-être. Et du coup, dans le contexte de conseil en évolution professionnelle, au niveau du Cap Emploi, on va accompagner aussi les salariés en situation de handicap à s'orienter à travers tous les dispositifs qui peuvent exister et puis à monter leur projet de formation. Voilà globalement la mission du Cap Emploi. Pour ce qui est de nous solliciter, alors on est sollicité par les partenaires ici présents, par exemple, la CARSAT, la MDA, la médecine du travail, ils peuvent nous solliciter directement. Parfois, c'est la personne qui vient directement vers nous parce qu'elle nous connaît, soit d'avant de son insertion, soit par un autre biais. Et puis, bien sûr, l'employeur est tout à fait à même de venir vers nous solliciter. Dans tous les cas, de toute façon, pour avancer sur une situation, l'ensemble des interlocuteurs devront être mis dans la boucle avec, à minima, l'employeur, la personne et le médecin du travail. Et puis ensuite, les autres autour qui gravitent vont permettre d'aider à la situation en fonction de leurs missions respectives si besoin. Voilà. Merci Julie. Et je laisse la main. Est-ce que Johan souhaite rajouter quelque chose ou pas? Non, pas forcément. Sophie a été complète. Pas de souci. Après, s'il y a eu des questions particulières, il ne faut pas hésiter à la suite. Ok. Je laisse la main à Julie. Donc bonjour, comme je vous l'expliquais, je suis responsable des 2 maisons départementales de l'autonomie de territoire de Nogent et Châteaudun. Donc, à savoir pour celles qui sont sur les autres territoires, il y a 2 autres maisons départementales de l'autonomie de territoire, une basée à Dreux, une basée à Chartres. Donc, la maison départementale de l'autonomie date d'octobre 2016. L'objectif, en fait, c'était vraiment d'offrir la même réponse de proximité pour les personnes en situation de handicap que pour les personnes âgées. On avait auparavant, en fait, des espaces dédiés déjà en territoire pour les plus de 60 ans, mais pas cette même offre de proximité pour les usagers.
Donc, les MDA de territoire permettent vraiment une porte d'entrée, en fait, pour tous les usagers du territoire. On étudie, enfin, on accueille vraiment toutes les personnes, aussi bien pour les situations enfance, adultes que personnes âgées. Donc, on reçoit en fait les usagers vraiment pour tout type de demande, que ça soit pour un premier niveau d'information. On a parfois des personnes qui sont vraiment au début de leur questionnement. Donc, parfois, ça peut être un peu dégrossir voilà, les besoins et les orienter sur le bon accompagnement. Donc, soit le bon interlocuteur autre que la MDA, soit les accompagner dans une demande de droits et prestations. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les MDA de territoire, on n'est vraiment pas sur l'étude des dossiers. Ça, Laurence y reviendra après. Nous, on est vraiment sur de l'accompagnement de proximité et on a donc soit un premier accueil par un conseiller autonomie qui va aider à la complétude administrative du dossier ou donner un premier niveau d'information orienté. Et quand ça le nécessite, il y a un deuxième niveau qui va se faire via les travailleurs sociaux autonomie. Donc, si par exemple, il y a un repérage qui peut être fait d'autres problématiques autres que le parcours professionnel, par exemple, dans ce cas-là, il peut y avoir une évaluation globale qui peut être faite à domicile. On se rend compte que parfois, la personne, en fait, elle a vraiment d'autres problématiques que vraiment la santé ou le maintien dans l'emploi. Et dans ce cas-là, ça peut être une aide, par exemple, via un aménagement de logement ou prendre en compte vraiment la situation globale. Parfois, les personnes ne vivent pas seules, donc il y a des problématiques sociales associées auxquelles on peut essayer voilà, aussi de répondre. Donc voilà, en fait, il ne faut pas hésiter à nous interpeller vraiment s'il y a d'autres problématiques plus globales ou vraiment sur un accompagnement administratif. Et les personnes peuvent aussi venir nous voir pour voir où en sont l'étude de leur dossier et dans ce cas-là, voilà, on peut les accompagner effectivement s'il y a d'autres demandes associées. Je pense que j'ai fait le tour. Je laisse la parole à Laurence. Donc voilà, moi je suis donc le référent insertion professionnelle. Je suis au niveau du siège, donc dans l'étude des dossiers. Je fais essentiellement les équipes d'évaluation. Je participe aux équipes d'évaluation, mais j'ai aussi plein d'autres activités. J'ai en gros le suivi aussi de tous les travailleurs des AT. Et puis, comme disait Sophie Damiral, s'il y a besoin d'une reconversion, je peux être là aussi. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, je travaille avec tous les partenaires qui sont là aujourd'hui. On travaille en étroite collaboration. Je peux également faire des signalements en vue de certains dossiers vers la CARSAT ou systématiquement, quand on fait une reconnaissance travailleur handicapé, en général, on fait une orientation aussi vers Cap Emploi, pour ceux qui sont en emploi. Voilà. Après, il faut se dire que l'aménagement du poste n'est pas toujours obligatoire que la personne ait une reconnaissance travailleur handicapé. Je pense qu'il peut y avoir un travail qui peut être fait en amont déjà pour voir s'il y a des choses simples qui peuvent être mises en place. Sinon, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est que la reconnaissance travailleur handicapé. Donc, c'est avant tout quelqu'un qui est reconnu travailleur handicapé. C'est une personne qui a des difficultés à obtenir ou à conserver son emploi par rapport à des restrictions, des altérations qui sont soit physiques, soit sensorielles, mentales ou psychiques. Cette reconnaissance aujourd'hui, on peut la délivrer de 1 an à sans limitation de durée aujourd'hui. Depuis peu, on peut faire ça. Techniquement, aujourd'hui, au niveau du département, on ne va que jusqu'à 10 ans, mais c'est juste un problème technique de logiciel. On devrait évoluer vers un nouveau logiciel dans le premier trimestre 2021 et on pourra, dans certains cas, donc aller sur des sans limitation de durée pour cette RQTH. Je rappelle aussi ce n'est pas un renouvellement automatique quand on fait pour certaines durées plus courtes. C'est à la personne de faire son dossier. C'est avant tout sa propriété aussi. Par contre, ça, j'appuie là-dessus. Parce que parfois les personnes ont peur que si elles fassent une demande de reconnaissance aux travailleurs handicapés, l'employeur soit automatiquement au courant, ce qui n'est pas le cas. Cette reconnaissance est leur propriété, c'est à eux de la transmettre ou pas en fonction de leur choix à leur employeur. Par contre, en général, j'appuie fortement sur le fait qu'il faut l'indiquer au médecin du travail. Parce que si un jour il y a une problématique plus importante qui se révèle, au moins que le médecin du travail soit au courant de cette reconnaissance et puisse peut-être l'activer auprès de l'employeur si la personne est d'accord. Voilà.
Alors derrière, c'est sûr que cette reconnaissance travailleur handicapé, elle ouvre des possibilités. Hein. Alors par contre, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, elle est évaluée. Alors, elle est évaluée par rapport à des restrictions, mais par rapport à des restrictions à un poste de travail que la personne a, puisque là aujourd'hui, on est dans le maintien dans l'emploi. Exemple, un travailleur handicapé, un boulanger qui est allergique à la farine, tant qu'il sera boulanger, il sera reconnu travailleur handicapé. Par contre, si un jour il change de métier, il part par exemple dans l'industrie, il n'y a plus du tout de lien avec la farine, il ne sera plus reconnu travailleur handicapé. C'est vraiment le lien des restrictions face au poste de travail, face à ce que pourrait faire la personne, pour les personnes qui ne sont pas en emploi, à cet emploi qui pourrait se faire aussi. Voilà. Donc après, c'est vrai que quand cette personne a une reconnaissance travailleur handicapé, ben voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en route via Cap Emploi dans l'emploi, par le biais de la GFIP. Après, pour les fonctionnaires, c'est le FIP. Voilà. Et puis, il y a des aménagements, que ce soit au niveau du poste de travail, en matériel ou en organisationnel. Il y a aussi les ouvertures au concours de la fonction publique qui sont un petit peu différentes. Et puis, par rapport à ceux qui auraient besoin d'une reconversion, nous avons des centres de réadaptation professionnelle pour lesquels on peut faire une orientation vers ces centres-là, où il y a en général ce qu'on appelle une préorientation, qui est en fait un gros bilan de compétences et qui peut se faire, lui, pendant l'arrêt de travail. Par contre, après, pour les autres formations, quand ils souhaitaient partir en formation, oui, il n'y a plus d'arrêt de travail, il faut qu'ils soient sortis de ce système-là. Voilà les grandes lignes que je peux vous dire. Et puis, par contre, si vous avez d'autres questions tout à l'heure, on pourra y revenir. Voilà. Merci beaucoup. Je termine juste le visionnage de la vidéo. Salarié ou employeur, vous pouvez à tout moment solliciter une visite avec le médecin du travail afin d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Face aux difficultés, faites-vous accompagner. Voilà pour cette présentation. Du coup, éventuellement, je vais refaire comme la présentation. Je vais interpeller chacun d'entre vous pour éventuellement voir si vous avez des questions et répartir du coup la parole à mes partenaires, enfin à mes collègues. Madame Foulati, avez-vous des questions par rapport à cette présentation ? Non, dans un premier temps, je n'ai pas de questions. Je suis contente vous allez vous doter d'un psychologue du travail, apparemment à partir de l'année prochaine. Donc ça peut être intéressant. Et pour l'instant, on fonctionne effectivement. Ça m'a remis un petit peu les organismes, la démarche auprès de la MDA. Et appel notamment à Cap Emploi, parce que moi, effectivement, je ne fais pas forcément dans l'immédiat, mais je pense que ça pourrait me permettre de faciliter des fois les aménagements qu'on prépare, hein, parce que c'est pas forcément… il y en a qui sont assez complexes, et le fait qu'on peut faire appel à des organismes très spécialisés, voilà, ça m'ouvre déjà plus d'opportunités, en tout cas, plus de leviers à ce niveau-là. Nous, on a on a des handicapés visuels, et ça, je pense que, pour moi, c'est le plus complexe dans un premier temps. Donc, voilà. Donc, je vais creuser, je vais écouter mes collègues pour voir, et peut-être après échanger un peu plus sur voilà, les aides. C'est vrai qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et voilà. Pas de souci. Et on vous redonnera la parole si vous avez d'autres questions. Ok. Madame Bougra.
Oui, alors j'ai pas de questions particulières. Peut-être juste dire qu'on avait bénéficié il n'y a pas très longtemps d'un essai encadré, que c'était très intéressant, parce que ça a permis voilà, d'adapter les conditions de travail du salarié, de voir effectivement, sans qu'elle reprenne effectivement le travail, de voir si les horaires convenaient, comment adapter le poste. Et du coup, ça a mis beaucoup moins de pression à la fois du côté de l'employeur, à la fois du côté de la salariée. Et quand elle a été amenée à reprendre, elle était directement dans le bain avec des horaires aménagés, une organisation qui avait été étudiée. Voilà, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais on sera peut-être à même de refaire parce que c'était très intéressant. Très bien, merci. Madame Kimel? Alors, pour ma part, chez nous, on appelle régulièrement nos salariés qui sont en absence de longue durée, justement pour prévenir, pour prendre de leurs nouvelles, s'inquiéter de leur état de santé, de savoir comment ils évoluent. Il y a certains salariés, par contre, avec qui le lien est complètement rompu et pour lesquels on craint une vraie désinsertion professionnelle. Je pense à une salariée là qui a 49 ans, qui est en arrêt depuis février et pour lequel on n'a plus de nouvelles. Là, moi, je trouve que juste on oublie un peu les employeurs dans dans le fait qu'on pourrait nous vous alerter en vous disant cette salariée-là, nous, on n'a plus de nouvelles et on a peur pour elle et pour sa désinsertion professionnelle. Et dans votre présentation, Madame Lecoupe-Prévert, je trouve qu'on oublie un peu les employeurs comme moyen d'alerte, en fait. Non, en effet, parce que, à contrario de Cap Emploi, par exemple, où leur public, c'est d'abord les employeurs, nous, notre public, c'est d'abord les assurés et assurés salariés, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'être contacté par un employeur directement, sans l'aval de son salarié, le service social ne pourra pas recevoir cette requête aussi clairement que ça, parce que on part du principe que c'est la démarche du salarié qui doit être accompagnée, certes, mais pas sans son autorisation. Je m'explique mieux, par exemple, vous pourriez aussi très bien interpeller le médecin conseil de la sécurité sociale en disant ce salarié-là nous inquiète, et de la même façon, le service médical ne s'autorisera pas forcément à répondre d'abord à l'employeur. Il n'y a pas de souci sur le fait qu'on ne soit pas informé. Pardon ? Il n'y a pas de souci sur le fait qu'on ne soit pas informé forcément. Nous, on s'inquiète fondamentalement pour la personne et pour le salarié, quoi, pour son avenir Alors, il faut qu'on professionnel. trouve d'autres moyens de rapprocher le salarié vers les services comme ceux de la sécurité sociale. D'abord parce que c'est une démarche qui doit être volontaire, personnelle et libre. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de cette rencontre-là. Il y a peut-être d'autres moyens de sensibiliser le salarié, peut-être en lui rappelant, quand il est en activité, hein, je disais tout à l'heure, en effet, qu'il est coupé du monde du professionnel et de son réseau. Donc, c'est toutes les portes d'entrée que nous, on utilise. Hein. Si le salarié, on le voit pendant son arrêt, évidemment, on va faire en sorte de se rapprocher au maximum de son employeur. Mais si il ne le souhaite pas, il ne pourra pas. Des fois, le médecin conseil lui demande la visite de pré-reprise, hein, ce qui va s'imposer. Du coup, ça le rapproche de la médecine du travail. Il nous fait des signalements aussi. Et on nous fait une offre de service, on se rapproche du salarié. Normalement, quand c'est un signalement du médecin conseil, statistiquement, on a quasiment tout le temps les assurés qui se rapprochent de nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit peu de pression, c'est l'assurance maladie qui les invite à se rapprocher du service social. Voilà, ça fait un peu de pression, mais s'il s'y oppose, on ne pourra pas intervenir auprès de lui. Donc, c'est très bien si vous arrivez à entrer en contact avec les employeurs durant leur arrêt, mais il y a une réglementation qui fait, malheureusement, hein, ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas qui protège le salarié durant son arrêt. S'il répond à l'employeur, c'est parce qu'il est d'accord pour répondre à l'employeur. S'il ne répond plus à l'employeur, c'est qu'il n'est pas d'accord, il est tout à fait dans son droit de ne pas répondre. Oui, alors, des fois, on en passe par les infirmières de l'entreprise. On a d'autres biais aussi qui peuvent être utilisés, qui peuvent appeler le salarié, pas directement la RH du coup, et parler du service social pour voir au niveau de son arrêt comment ça peut évoluer et comment on peut intervenir. Mais c'est jamais aussi simple que ça pour un employeur, en effet, de lui dire s'il veut bien se rapprocher du service social. Il peut l'informer, mais il peut pas y avoir de signalement, si vous voulez, de la part de l'employeur
sans l'autorisation du salarié. Ok. Et parfois, c'est nous-mêmes qui informons les salariés de l'existence de vos services là, enfin tous ceux qui sont réunis là autour de l'écran, mais on informe parfois les salariés en leur disant mais ok, pour nous, ça va être compliqué pour toi de revenir dans l'emploi. Rapproche-toi de ces personnes-là et ces personnes-là sont là pour t'aider et pour t'accompagner dans tes démarches. Très bien. Et c'est là où aussi je pense que les salariés manquent d'informations de la part des services concernés parce qu'ils n'ont pas ces éléments-là et c'est nous en tant qu'employeurs qui devons les informer de ces choses-là. Oui, c'est un constat. Il y a d'énormes moyens qui sont mis en place. Je vous disais tout à l'heure, tous les assurés en arrêt depuis plus de 3 mois reçoivent un courrier de la Sécurité sociale qui est une offre de service du service social. Systématiquement, c'est des courriers qui sont… Après, on a des cibles particulières sur des accidentés du travail, par exemple. On a les signalements des médecins conseils. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui passent au travers les mailles du filet. Il y a aussi des démarches de gens qui sont tellement dans le soin qui ne sont pas du tout accessibles, hospitalisés, enfin, plein d'autres circonstances qui font qu'on ne peut pas forcément leur en vouloir de ne pas se rapprocher des services. Et puis, il y a des freins. Rencontrer un service social, ben, ce n'est pas très évident ça. Mais c'est les salariés m'en parlent aussi, ça, en fait, de dire non, mais moi, l'assistante sociale, c'est pas pour moi. Mais oui, bien sûr. C'est là où il faut leur expliquer l'accompagnement qui est proposé. Alors, il se trouve que là, on est dans une période un petit peu particulière, mais tous ces signalements maintenant qu'on fait systématiquement, les courriers que les assurés reçoivent et les messages qu'il y a sur leur compte Amélie, toute cette promotion de proposition du service social dans une démarche vraiment proactive, était faite précédemment sous forme de réunion d'information. On recevait tous les mois sur ces listings-là des gens en termes de réunion d'information collective. C'était une autre approche. Les assurés venaient sur leur bon vouloir et on leur faisait une présentation de la nécessité de voir les visites de Frères-Prise, de la MDA, de Cap Emploi, enfin de tout, et le rôle du service social au travers de tout ça. Donc, c'est certainement perfectible. C'est une des façons qu'on a aujourd'hui aussi de trouver ensemble des solutions, comment rapprocher l'assuré vers des services les plus adaptés. La médecine du travail, c'est un bon travers, mais pour l'employeur, quand il y a l'assuré en arrêt de travail, j'admets que c'est le plus difficile parce qu'il n'est pas censé, on va dire, signaler les situations. De toute manière, on aura beaucoup de mal à rentrer en contact avec l'assuré pour le signalement de l'employeur si celui-ci n'est pas avisé. C'est mal parti d'avance, si vous voulez. Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Alors, peut-être que vous avez déjà vu des plaquettes d'information du service social, comme il y a au niveau de la médecine du travail sur les visites de Frères-Prise. On a les mêmes choses côté service social qui pourraient être à disposition des assurés avant même qu'ils soient en situation d'arrêt. C'est un travail de publication des informations avant que ces situations soient présentes. Oui. Voilà. Donc, après, peut-être en reparlant par le biais du médecin à la médecine du travail, en signalant les situations, le médecin du travail, comme le disait Mme Kervokian, pourra être un peu plus vigilant à la prochaine visite. Parce que c'est pareil, s'il n'y a pas de visite de Frères-Prise, cette visite qui est à l'initiative de l'assuré, eh ben, le médecin du travail ne pourra pas s'approcher du salarié en arrêt. Okay. Effectivement, je me permets de reprendre la main. Vous pouvez, c'est compliqué en tant qu'employeur quand il y a quelqu'un qui est en arrêt de prendre contact avec lui aussi, mais vous pouvez aussi, à travers l'envoi de sa fiche de paye, peut-être faire une petite communication sur les visites de Frères-Prise, comme quoi lui, il a le droit de prendre contact et… voilà. Mais quand excusez-moi, je me permets, mais quand on est en contact avec eux, on les invite quand ils sont arrivés à la fin de leur parcours de soins, parce que parfois ils sont en fin de leur parcours de soins, en leur disant ok, là on voit que ça va mieux et que ton état évolue positivement, on t'invite à aller faire une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail et pour qu'on puisse en effet anticiper ta reprise au poste. Ça, oui, on le fait, oui. De toute façon, je suis persuadée que les employeurs jouent le jeu. Moi, j'ai pas de discours dans ce sens-là, en tout cas. La difficulté, c'est qu'effectivement, la plupart des salariés ne sont pas acteurs de leur situation professionnelle et n'ont pas forcément conscience des conséquences derrière. Quand on en arrive à parler d'inaptitude, les conséquences de l'inaptitude, les droits et devoirs de l'employeur.
Ouais, il y a vraiment toute une communication à avoir auprès des… Et la communication, elle passe aussi à travers les représentants du personnel. Hein. Souvent, c'est à eux aussi d'être formés et c'est pour ça que ça fait partie aussi maintenant des formations quand les représentants sont élus des CSE sur la notion de maintien dans l'emploi et quelles sont les informations que les représentants aussi du personnel peuvent diffuser auprès des salariés qui viennent vers eux, quoi. Ça doit être des acteurs clés, les représentants du personnel, sur cette notion-là. Et il faut s'en servir effectivement. Du coup, je laisse peut-être la parole sur Madame Le Floch qui n'a pas encore évoqué peut-être des questionnements sur la présentation. Moi, du coup, ça a bien répondu. J'ai partagé un peu l'analyse de la dame précédente. Nous, les difficultés qu'on a, ça va être surtout au niveau des salariés qui sont réfractaires, en fait. Moi, j'ai même des salariés qui sont aujourd'hui handicapés et qui refusent qu'ils soient déclarés comme travailleurs handicapés. Oui. Du coup, là, je réfléchis à mettre en place un accord pour donner une prime à ceux qui acceptent de se déclarer, parce que nous, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas se déclarer, quoi. Et du coup, on ne peut pas les aider, puisqu'ils bloquent surtout. Et après, ils se retrouvent avec là, j'en ai qui ont été dans ce cas-là, et j'en ai un là, il a arrêté depuis 3 mois. Donc là, entre guillemets, il va avoir rendez-vous chez le médecin, et j'espère qu'il dira les choses au médecin. Mais voilà, à part le moment de l'inaptitude, ils n'acceptent pas qu'on anticipe, en fait. Après, je peux juste reprendre sur justement cette difficulté d'amener l'assuré à d'abord cette perspective d'inaptitude. Hein, c'est un cheminement quand même qui est quand même assez compliqué. C'est l'œuvre du service social quand on les accompagne en arrêt de travail, c'est de les accompagner au fur et à mesure de leur évolution médicale et au fur et à mesure qu'ils prennent conscience que l'inaptitude, elle est là demain. Elle va arriver et qu'il y a des contraintes aussi réglementaires côté sécurité sociale. Donc souvent, on se croise entre le service médical qui a vu l'assuré, nous-mêmes qui venons vers lui en lui présentant, après une évaluation bien sûr de sa situation, de différents dispositifs vers lesquels on peut le faire avancer. La visite de reprise en fait partie, pour l'amener à accepter ça, accepter une reconnaissance travailleur handicapé, pour reprendre les propos de Madame Jaude. On travaille beaucoup sur le symbolique, hein, c'est ah bah oui, c'est la cotorette, enfin bon, avec toute cette stigmatisation qui est autour. Donc la prime, je ne sais pas si ça va suffire en soi, mais je sais plus comment faire. La présentation en tout cas par exemple peut-être par la MDA au sein d'une entreprise du dispositif et qu'est-ce que ça veut dire qu'une reconnaissance travailleur handicapé, c'est exactement ce qu'a dit Madame Jaude, c'est vraiment l'handicap par rapport au poste. C'est demain vous n'êtes plus boulanger, vous êtes informaticien, l'handicap n'a plus de sens et c'est faire tomber vraiment des a priori et des freins. C'est pas une fin en soi non plus, la reconnaissance travailleur handicapé. Il y a aussi, on accompagne l'assuré évidemment vers des dispositifs d'invalidité. L'invalidité en soi, c'est un statut de reconnaissance travailleur handicapé. Ça évite de passer par ce mot qui fait si peur, mais l'invalidité fait peur aussi. Mais c'est pas incompatible avec une reprise d'activité, c'est un des moyens. Et puis, il y a les accidentés du travail avec des rentes qui sont aussi des équivalences de statut de reconnaissance travailleur handicapé. C'est pas la peine de se remettre une couche de travailleur handicapé quand on vient de se faire reconnaître un accident de travail avec des séquelles importantes. Voilà. Si je peux… Puis, mais je pense que aborder l'entrée de jeu, la reconnaissance travailleur handicapé par le biais d'un employeur, peut-être avec… Moi, il me semble qu'il faudrait l'associer de l'organisme, en tout cas qui les attribue, pour bien préciser de quoi il s'agit. Oui, mais alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils vont… Oui, pardon. J'allais donner la parole à Sophie Damiral pour peut-être compléter un peu au-delà de l'aspect social, effectivement, de la CARSAT, hein, qu'on entend bien, peut-être la vision du Cap Emploi qui travaille beaucoup aussi avec les salariés RQTH et qui ont une autre vision. Madame Le Floch, si vous pouvez juste finir votre phrase, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Moi, je ne comprends pas parce qu'ils vont chez le médecin du travail. Moi, le but, ce n'est pas tant pour nous, c'est aussi pour eux. Ils vont chez le médecin et souvent, ils ont des gènes dans leur travail qui finissent, là j'ai eu 2 cas, ça a fini mal, du coup ça finit par de l'inaptitude, ce qui est dommage, parce qu'en plus c'est des personnes qui sont âgées, donc je ne sais pas si elles retrouveront du travail. Et ce que j'ai du mal à saisir, c'est qu'au moment où ils vont chez le médecin du travail, pourquoi ce n'est pas le médecin du travail qui leur présente justement ce qui existe, les dispositifs? Alors c'est possible que ce soit fait. Après la personne, elle se l'approprie ou elle ne se l'approprie pas. En général, c'est fait. Et effectivement, hein, je vous rejoins, il y a des gens qui sont réfractaires et il y a des gens qui le resteront.
Maintenant, on va plutôt partir du besoin, c'est-à-dire une situation où la personne elle est en difficulté pour amener la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé comme vraiment un moyen, même si je me doute que vous en avez conscience, hein, que ce n'est qu'un moyen. Mais voilà, effectivement, comme le disait Catherine Le Coulpe-Prévert, ce n'est pas une fin en soi, c'est plus un moyen. Et on n'est pas là pour poser une définition, une étiquette sur la personne, mais simplement, ça va être un levier pour mobiliser ensuite les mesures qui peut-être vont pouvoir permettre à l'entreprise de mettre en œuvre des solutions suffisantes. Pas, mais tant qu'on n'a pas analysé la chose, on ne peut pas le savoir. Donc, effectivement, des fois, nous, on rencontre des personnes qui ne sont pas encore reconnues travailleurs handicapés. On part du besoin, on part d'une situation qu'on nous signale avec une personne qui est en difficulté ou qui va l'être et on est parfois amené, nous en tant qu'extérieur de l'entreprise, à expliquer à la personne qu'est-ce que c'est finalement que cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, à quoi elle va servir et à répondre aussi aux questions de la personne. Parfois, elle va avoir besoin de temps, elle reviendra peut-être vers nous plus tard, peut-être jamais. Mais en tout cas, des fois, du fait que c'est une personne extérieure à l'entreprise, d'un entretien individuel, alors même, c'est vrai que le médecin du travail, régulièrement, je pense, en parle de cette démarche. Maintenant, ils ont aussi leurs contraintes à eux, ne serait-ce que des fois la contrainte de temps. Et donc, voilà, d'avoir une première info à la médecine peut-être d'un sens et puis ensuite le temps d'un entretien vraiment individuel, la possibilité d'échanger clairement sur cette mesure avec un genre de neutralité. C'est vrai qu'il y a quand même malgré tout des salariés qui sont un petit peu méfiants quand ça vient de l'employeur. Ça existe, hein, pas tous heureusement, mais du coup, amener des personnes, des interlocuteurs extérieurs, parfois, ça aide la personne à faire son cheminement, à sa réflexion pour mener la démarche. Donc, il ne faut pas hésiter, même si la personne n'est pas encore reconnue en qualité de travailleur handicapé, mais qu'elle vous faites le constat d'une difficulté et que vous aimeriez aider votre collaborateur à venir vers nous, on en rediscute et on voit si c'est effectivement le bon moment et quel levier on peut activer peut-être pour discuter de ça avec la personne. Et je me permets de reprendre la parole et de compléter aussi, c'est que effectivement, je rejoins Sophie Damiral. La communication, elle est sûrement faite, elle est faite trop rapidement, hein, parce que la contrainte des médecins du travail, il ne faut pas le cacher, hein, ils ont des temps de visite qui sont dédiés et du coup, une visite qui est prévue sur 20 minutes, elle ne peut pas être extensible sur 40 minutes. Donc, la communication, elle est faite trop rapide. Après, souvent, le médecin du travail injecte tout de suite le rendez-vous, alors avec l'assistante sociale qu'on a en interne, expliquant ce qui s'est passé dans la visite médicale et disant il faut réappuyer sur telle et telle communication parce que le médecin considère le salarié n'a pas compris, n'a pas intégré la réalité de ce que ça allait lui apporter d'être reconnu travailleur handicapé, que ce n'était pas forcément une contrainte, mais plutôt un avantage pour lui et pour l'employeur. Donc effectivement, voilà, c'est fait par rapport à ça. Vous, c'est pareil, en tant qu'employeur, quand vous savez qu'il y a une visite médicale qui va être faite et que vous savez que peut-être il y aurait besoin pour votre salarié d'obtenir cet RQTH parce que ça vous permettrait d'accéder aussi à des aides financières pour faire un aménagement correct, etc. Il ne faut pas hésiter au préalable non plus à envoyer un mail à celui qui va recevoir le salarié pour pouvoir lui expliquer le contexte de la situation et peut-être ça va guider aussi la visite médicale. Si le médecin ou l'infirmier a des informations en amont pour réagir lors de la visite médicale, c'est tout bénéf, ça peut que être bénéfique pour pouvoir aboutir à une situation. Et après, je suis d'accord aussi avec Sophie Damiral sur le fait que peut-être qu'il n'y a pas de problème là sur la situation, peut-être que voilà, il y a des alertes pour vous, etc. On peut peut-être lancer une étude de poste et le fait que l'étude de poste soit faite par une personne extérieure, une chargée de mission, parce qu'on sent qu'on va aller quand même vers une RQTH du Cap Emploi ou ergonome de la médecine du travail. Et nous aussi, notre travail, c'est quand on est en contact avec eux, qu'on les observe travailler, qu'on essaye de voir ce qui va pas, etc. On discute plus largement sur la situation personnelle de ce salarié-là. Et ça nous permet aussi de refaire un discours sur l'intérêt de faire la RQTH. Et souvent, ils ne veulent pas se lancer dedans parce qu'il y a la peur aussi de la démarche administrative derrière. Toutes les étapes, vers qui se tourner, pourquoi. Enfin, il y a aussi beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Oui, Madame Jaude, je vous laisse la parole pour compléter du coup.
Oui, je voulais compléter parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'il existe cette procédure simplifiée qui a été mise en place avec le Sistel. Alors, je parle bien du Sistel parce que je vois que vous êtes aussi sur d'autres départements, mais au niveau du Sistel, il y a cette procédure simplifiée qui est faite pour cette demande de reconnaissance travailleur handicapé qui se fait lors des visites avec la médecine du travail, qui est assez simple puisque par rapport à un dossier normal, on reste sur 2 pages à remplir, celle qui est remplie par le médecin du travail et celle qui est remplie par la personne. Bien sûr, après, ça reste à la personne d'envoyer le tout à la MDA. Après, c'est des dossiers, par contre, qui me sont ciblés et qui sont vus plus rapidement pour qu'il n'y ait pas de coupure et d'attente trop longue. Je crois qu'il faut vraiment jouer sur le fait que le mot handicap, en fait, il faut le traduire aujourd'hui par des restrictions face au poste de travail et que c'est aussi dans ce monde où on évolue, nous on le fait puisque même parfois on fait des RQTH pour des gens qui ont déjà des postes aménagés, on le fait parce qu'on sait qu'aujourd'hui le monde de l'entreprise évolue et que parfois il peut y avoir une revente, il peut y avoir une association avec une entreprise, une restructuration de l'entreprise et que la personne risque d'avoir un changement de poste et que ça la couvre pour ce futur changement de poste si jamais il y en a un. Voilà. Et que la personne, c'est une reconnaissance qu'il y a des difficultés sur un poste de travail, mais ce n'est pas pour autant qu'elle sera obligée de dire à l'employeur quelle est sa maladie. Elle pourra dire ses restrictions, mais elle ne dira pas sa maladie. Donc voilà. Par contre, par rapport à vous particulièrement, c'est vrai que vous, apparemment tout à l'heure, j'ai entendu que vous travaillez sur d'autres départements. Maintenant, voilà, cette procédure simplifiée, moi, je peux la passer normalement de médecin du travail, voilà, vers les médecins du travail. Je peux l'expliquer. Ce que je peux faire, c'est vous envoyer ce que j'ai fait l'autre fois à la suite du forum, je l'avais envoyé, c'est ce que c'est qu'une reconnaissance travailleur handicapé. Et peut-être plutôt que de faire une petite prime, faire un flyer expliquant ce que c'est que la RQTH et qu'est-ce que ça peut apporter. Voilà, voilà moi ce que je peux dire. Je peux reprendre la parole, Aurore, 2 petites secondes, juste pour un peu réillustrer un petit peu des fois les freins, au-delà du symbolique de ce que ça veut dire que la reconnaissance travailleur handicapé, ce qui échappe souvent à l'employeur, et c'est normal, c'est le parcours de soins dans lequel se situe le salarié, à qui on dit ben, vous allez avoir un avis de chirurgien, on ne sait pas trop, on ne lui dit pas clairement, médicalement, dans son parcours de soins, qui va être inapte au poste, puisque c'est un petit peu la vocation du médecin du travail, c'est la vocation du médecin du travail de croiser avec sa fonction dans l'entreprise. Donc, c'est quelqu'un à qui il faut aussi laisser le temps d'accepter que médicalement, chirurgicalement, son dos, il ne va jamais le remettre, l'œil, il ne va jamais vraiment récupérer son champ visuel, etc. Avant de pouvoir lui dire la reconnaissance travailleur handicapé, voilà. Donc, on avance aussi avec ça, nous, beaucoup en service social par rapport aux arrêts de travail. On est en lien avec le service médical pour savoir aussi, avec les médecins traitants, de trouver le bon moment où on va parler de stabilisation, qu'il l'ait déjà entendu d'un point de vue médical, ça, l'aspect stable de sa situation, qu'il n'y aura peut-être pas d'évolution. Et on se rend compte, parce que les arrêts de travail, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont de plus en plus quand même courts et contrôlés, donc on va de plus en plus vite. On nous parle j'avais parlé tout à l'heure de ces réunions à 3 mois d'arrêt. Je pense qu'on va les proposer à 60 jours d'arrêt. Donc 60 jours d'arrêt, c'est très court. Même si on arrive à 80 jours, c'est le temps de saisir les listings et rencontrer les gens. Donc on parle de la reconnaissance travailleur handicapé de plus en plus tôt. Et c'est de plus en plus brutal. Alors qu'on a des gens qui sont avec des attentes de soins, de rendez-vous de chir, d'IRM, qui n'en finissent pas d'arriver, avec des délais de plus en plus longs. Et donc la procédure, même si on la quasiment on le sait d'avance, on parle du maintien d'emploi, des fois dès le lendemain de l'accident de travail, on sait déjà que le menuisier, s'il a 3 doigts en moins sur sa main droite, c'est déjà très compromis pour lui. Mais on ne peut pas lui parler sur son lit d'hôpital quand même de la reconnaissance travailleur handicapé, pour faire la caricature du truc. Donc c'est vraiment un cheminement avec le temps qu'on essaye nous de préserver au niveau du service social pour éviter de les perdre, nos assurés, ou de faire en sorte que ça capote. On l'accompagne vraiment dans ça. Et j'admets parfois que moi-même, dans les entretiens, je sais qu'on va avoir une fin d'arrêt bientôt, je le sais parce que le médecin conseil me l'a signifié. Donc au bout du 2e entretien, voire du 1er, aborder la notion de travailleur handicapé, c'est pas forcément le bon moment au vu de la situation des fois globale aussi sociale assez dégradée.
Hein, donc, on a tous ces paramètres-là à jauger. Et je pense que là, justement, ce sera très intéressant d'avoir aussi une psychologue. Parce que moi, j'ai aussi eu des cas, alors sans parler de travailleurs de handicap, mais de gens qui psychologiquement, c'est compliqué pour eux. Et la RH, on devient vite psychologue, mais là, on sort un peu enfin, c'est un peu compliqué à gérer au travail. Et je pense que ce soit pour les personnes qui ont des difficultés psychologiques ou des personnes justement qui ont du mal à accepter un handicap qu'elles peuvent avoir, ça peut être aussi un bon levier. Et ma question, c'est du coup, à quel moment, comment on pourra faire pour envoyer nos salariés chez la psychologue? Alors attention, la psychologue, ce sera une psychologue du travail et non pas une psychologue clinicienne. Donc il y aura pas certaines. Enfin, il reste à définir des choses chez nous en interne. Hein. Pour l'instant, c'est une volonté directionnelle d'avoir un psychologue du travail et à mon avis, ça va arriver sur 2021. C'est pour ça que je l'annonce assez sereinement. Par contre, reste à définir aussi les missions de ce futur psychologue du travail qui seront certainement pas des missions de psychologue clinicien avec des séances auprès des salariés. Ce sera un psychologue du travail qui aura plus vocation à intervenir globalement, collectivement, parce que au-delà d'un suivi psychologique, là pour le coup, il y a des relais extérieurs aux entreprises et à la médecine du travail qui existent sur le département, en tout cas de l'Eure-et-Loir. Donc voilà, je ne m'engage pas sur la forme d'intervention du futur psychologue. Ce que je peux juste vous dire, par contre, c'est que c'est sûr que ce sera un psychologue du travail et non pas un psychologue clinicien qui n'a vraiment pas la même vocation. Là, ce sera vraiment peut-être de guider collectivement des salariés dans le cadre du travail. C'est évidemment sur cet axe-là qu'on travaille beaucoup, hein, sur certains profils, vers des orientations d'accompagnement vers des soins psycho, souvent en libéral. Comme vous le savez, il faut avoir un peu les moyens, des fois, puisque ce n'est pas remboursé, le suivi par un psycho. Donc, on les aide financièrement pour ça quand ce n'est pas possible. Il y a les CMP, mais les CMP sont saturés. Donc, on est souvent en soutien psychologique nous-mêmes, avec les limites des fonctions d'une assistante sociale, mais en tout cas, l'approche, elle est là. Et on les accompagne vers des accompagnements psychologiques, oui, bien sûr, aussi, voire spécialisés des fois, quand c'est nécessaire, en collaboration avec les sous-traitants. Donc, nous, on peut envoyer chez vous un collaborateur ou comment on peut faire? Il est d'accord, il est en arrêt de travail. Ouais. D'accord, et en arrêt de travail. J'ai eu le cas, en fait, moi, d'un collaborateur qui a voulu se suicider et qui s'est suicidé. Mais il n'est pas mort, heureusement. Mais sauf qu'on est très démunis en tant qu'employeur quand on le sait. Et je savais, à part prévenir le médecin du travail, ce que j'ai fait, et les pompiers quand je sentais que ça sentait le roussi, je ne savais pas trop quoi faire. Eh bien, de toute manière, vous avez fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, comme tout citoyen, quand on côtoie quelqu'un en personne en danger, qui évoque ce genre de discours, c'est médecine du travail, c'est son médecin traitant et c'est le 18 si c'est nécessaire, évidemment. Après, il était vraiment assez mal. Cette personne est en arrêt de travail déjà. Oui. D'accord, il était peut-être déjà connu d'un service, mais on ne sait pas. Mais voilà, donc a fortiori, si vous avez, vous, en tant qu'employeur, encore des contacts avec ce salarié, s'il est en arrêt, évidemment, si vous voyez qu'il est toujours assez isolé dans ça, ce qui serait assez étonnant parce qu'il est passé par une équipe de soins hospitaliers, j'imagine, et il a dû être repéré par des services psychiatriques. Oui, bah maintenant, il n'est plus chez nous. Hein. Il n'est plus chez vous. Il est parti. Mais c'était plutôt que sur le coup, bah voilà, on est un peu dépourvu. Donc, dans un cas comme ça, je pourrais envisager. Ah bah, si vous, je sais pas, imaginons un scénario, un salarié qui vous appelle, il est en arrêt de travail et vous dit de toute manière, avec ce que vous me proposez, moi, je vais mettre la corde au cou. Vous n'aurez pas d'autre moyen que peut-être lui dire, est-ce que vous connaissez quelqu'un en service social, est-ce que vous voulez que je l'appelle? Est-ce que vous avez parlé de ça avec votre médecin traitant, est-ce que vous voulez que je l'appelle? Est-ce que vous voulez que j'appelle les pompiers? Et de toute manière, comme j'ai recueilli ces propos-là et que ça m'inquiète, je vais être obligée de saisir les instances, soit les services de soins, soit votre médecin traitant, soit le médecin du travail qui lui saura quoi faire. Enfin, qui saura quoi faire. Il saura le convoquer, lui proposer, et il y a tout un réseau qui peut se mettre en marche. Il est peut-être connu par le service social, je ne sais pas. D'accord. Après, je me permets de reprendre la parole. Il faut faire attention. Vous recevez, par exemple, je reprends l'exemple de Mme Lecouple, vous recevez ce témoignage, forcément, vous allez alerter qui de droit. Mais
le salarié, il fait ça en dehors. Enfin, il faut savoir si c'est effectivement le lien professionnel. Après, si ce n'est pas le lien professionnel, les tentatives de suivi ne sont pas toujours liées au travail quand même. Il y a le recul aussi de l'employeur à avoir. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas intervenir en tant qu'employeur sur tout. Enfin, on n'est pas dans une casquette, quoi. L'idée, c'est de trouver la personne ressource qu'il a autour de lui. S'il entend l'assistante sociale parce qu'il a connu, parce qu'il est connu dans ce cadre-là, parce qu'il est en arrêt, et que ça peut marcher, c'en est personne ressource dans ce cadre-là. Mais s'il dit non, pas l'assistante sociale, je ne veux pas l'entendre parler, ben, vous avez une voisine, je peux l'appeler, pour juste répondre aux besoins, à l'obligation qu'on a en tant que citoyen de mettre en place ce qu'on peut. Sinon, c'est le médecin traitant. Ou alors, c'est les pompiers. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup par rapport à ces échanges riches? Non, merci, c'est bon. On n'a toujours pas la personne vue en lui. Elle est partie peut-être. Non, elle est toujours là, mais je ne pense pas qu'elle souhaite communiquer. Donc, on n'insiste pas. Enfin, j'insiste pas pour relancer. Est-ce que les autres, Madame Bougra, Madame Foulati ou Madame Kimel, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, pas pour moi, c'est clair. Je vous remercie. Pas pour moi non plus. Non, c'est bon. Ok. Ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, c'est que vous avez différents partenaires qui, en Eure-et-Loire, ont la chance de bien collaborer ensemble. Enfin, moi, j'insiste sur ça. Je collabore beaucoup avec le Cap Emploi parce que des fois, ils ne sont pas RQTH et ils deviennent RQTH. Et donc, du coup, comme ils ont une meilleure expertise sur les notions de handicap, je transmets avec le Cap Emploi. On est vraiment un département où ça fonctionne bien, à mon sens. Je n'ai pas la sensation que ce soit le cas dans tous les départements de la région. Donc, je le mets en évidence parce qu'on a quand même la chance de ça. Et plus le maintien dans l'emploi, ce n'est pas d'agir quand les difficultés sont là, c'est vraiment d'agir sur le parcours professionnel général du salarié, c'est-à-dire d'être à travers les entretiens annuels, à travers plein de choses. Et donc, du coup, le rôle des ressources humaines est clé dans cette situation. C'est la lecture précise, c'est vraiment d'être à l'écoute du salarié. Effectivement, des fois, les projets professionnels n'ont rien à voir avec votre entreprise. Donc, du coup, on se demande, est-ce que c'est à nous de gérer ou pas? Pour autant, est-ce qu'il faut laisser le salarié ne pas finalement être bien épanoui dans sa situation professionnelle et en arriver dans des situations où on va tomber dans les restrictions et les inaptitudes? Vraiment, pour moi, la vision du maintien dans l'emploi, ce n'est pas simplement d'agir dans le curatif quand on est dans des situations assez critiques sur vraiment, déjà, on touche du doigt la notion de reconnaissance RQTH, etc. Mais c'est vraiment, le maintien dans l'emploi, c'est vraiment un parcours en continu sur des parcours de formation, sur l'intérêt qu'on porte aux salariés aussi à travers les entretiens, à travers le management. Et c'est comme ça aussi qu'on évite de se retrouver dans des situations critiques. Voilà. Du coup, vous avez vu notre support de communication, c'est assez simple, ça dure 1 minute 30, je crois, le petit film, qui est un film donc financé par la GFIP. L'an dernier, on l'avait utilisé en vision support, on va dire, de notre intervention qu'on avait fait sur Nos gens retrouvent, vous vous souvenez, et c'était accessible, et il est accessible sur YouTube. C'est un outil de communication assez intéressant. Pourquoi il n'est pas exclusivement pour les partenaires ici présents. Il est tout à fait accessible dans un certain cadre et un accompagnement à des salariés. Et puis de toute façon, on avait convenu d'envoyer de la documentation avec nos coordonnées pour que vous puissiez avoir toutes les références nécessaires en cas de besoin. L'idée, c'est qu'ensemble, si évidemment le salarié n'est pas coopérant, sur une situation, on peut, en discutant, même trouver une issue à lui proposer. C'est ça, même si ça doit rester anonyme parce qu'on ne prendra pas si l'assuré n'est pas, en tout cas, je parle dans notre service. En tout cas, je suis tout à fait, le service social peut très bien coopérer pour voir comment on peut s'en sortir pour l'intérêt de l'assuré, bien sûr. Très bien. On va conclure cette réunion. Ce que je vous propose, c'est que moi, j'ai vos adresses mail par rapport à cette réunion aujourd'hui. J'attends des partenaires qu'ils m'envoient éventuellement des documentations pour compléter en fait cette présentation et je vous transmettrai à vous les participants toute la documentation reçue sûrement courant de semaine prochaine pour compléter cette réunion. On vous remercie, je vous remercie au nom de tous les partenaires qui sont là d'avoir participé et d'avoir interagi avec nous sur cette présentation sur le maintien dans l'emploi à l'occasion de cette semaine du handicap. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée, bon appétit. Merci, bon appétit, au revoir. Au revoir.
Merci, au revoir. Est-ce que tu peux faire quitter du coup les deux participants, Aurore, à ton niveau? Non, je ne peux pas. Est-ce qu'on se reconnecte? Non. Tu peux peut-être arrêter l'enregistrement, Aurore, par contre.